Bonjour chers spectateurs, imaginez un scooter. N'importe quel scooter, absolument n'importe lequel, quelle que soit la marque ou l'époque. Ils sont fondamentalement identiques. Carrosserie fermée, plancher plat pour les pieds, petits trous. Tout cela, ce sont des caractéristiques communes du scooter. Ils sont répandus partout, et le monde entier est séduit par le scooter pour sa simplicité et sa praticité. Cependant, savez-vous comment tout a commencé et qui a conçu le tout premier scooter au monde ? Vous allez le découvrir maintenant. Voici le tout premier scooter de l'histoire de l'humanité appelé Unibas. Vous êtes sur la chaîne Crossmota. Bon visionnage. Au moment du lancement du scooter Uniba en 1920, certains ingénieurs avaient déjà proposé des conceptions de motos qui, selon eux, offrèrent un plus grand confort, une meilleure protection contre les éclaboussures de boue et une position assise permettant une utilisation par les femmes. C'est-à-dire une conduite sûre, même en portant une robe ample ou une longue jupe. Cependant, c'est précisément le véhicule dont nous parlons qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, a réuni toutes les caractéristiques typiques d'un scooter. À savoir une carrosserie fermée, un plancher plat pour les pieds et de petits trous. Uniba était clairement en avance sur son temps. Si on vous montre sa photo hors contexte, vous lui donnerez sûrement moins d'années qu'il n'en a réellement. Mais non, Uniba a été conçu il y a déjà plus de 100 ans. Regardons cet engin de plus près. L'histoire de Uniba rappelle celle de la Vespa, l'un des scooters les plus réussis, créé par l'ingéniosité d'un ingénieur aéronautique dans une entreprise aéronautique. Resté à l'issue de la guerre dans un pays vaincu, interdit de production d'avions militaires et disposant de capacités de production excédentaires. Il est bien connu que Corradino d'Ascanio détestait les motos. Ainsi, quand Piaggio lui a demandé de créer un deux roues motorisé, il s'est inspiré des techniques aéronautiques. Au final, il n'a rien créé de vraiment nouveau, répétant surtout l'histoire du Britannique Harold Bowlby. On ne sait pas avec certitude si d'Ascanio connaissait Bowlby ou s'il s'en est inspiré. L'histoire s'est répétée de la même façon. Quittons l'Italie de 1945 pour remonter 60 ans en arrière. En 1886, à Wheaton, dans le Yorkshire, naquit Harold Dalton Bowlby. La famille Bowlby n'était pas dans le besoin, ce qui permit à Harold de recevoir une bonne éducation. En 1908, il termina ses études à Cambridge. À cette époque, les jeunes gens de certaines classes sociales étaient empris par la fièvre de l'aviation. Les frères Wright ont prouvé en 1903 qu'un appareil plus lourd que l'air pouvait voler et ont changé le monde à jamais. Bowlby faisait partie de ceux qui cherchaient à améliorer l'aviation, et en 1909, il prouva qu'il avait raison en brevetant la première conception de train d'atterrissage escamotable. C'était son premier contact avec les roues des véhicules, mais pas la dernière. En 1911, Bowlby travaillait comme ingénieur-dessinateur dans un chantier naval militaire. Ensuite, à partir de 1913, il a travaillé comme dessinateur sous la direction d'Henry Coanda à Bristol. Après la Première Guerre mondiale, il a trouvé un emploi chez Gloucestershire Aircraft Company. Les motos classiques sont un loisir onéreux. Pour gagner du temps et vous concentrer sur vos passions, investissez pour que votre argent travaille pour vous. Au lieu d'essayer de prédire l'évolution du marché, j'aimerais vous montrer comment investir sans être rivé à la bourse et comment vous pouvez obtenir jusqu'à 350 € de bonus. Parce que je veux investir dans quelque chose qui offre des résultats constants, j'ai choisi Mintos avec Mintos. J'investis dans des prêts pour gagner des intérêts, sans être impacté par les variations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour, comme un moteur qui tourne régulièrement. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée. Tout est sous votre contrôle. Il existe même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout surveiller en permanence. La diversification aide à ce que tout fonctionne sans accroc. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous venez par cette chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir. Arrêtez de deviner, commencez à gagner, ne manquez pas cette chance. En 1919, la demande d'avions avait chuté de façon catastrophique et l'entreprise cherchait des moyens de réorienter sa production. De nombreux constructeurs aéronautiques se sont mis à fabriquer des motos après la guerre. Il s'agissait notamment de BMW, de Sopwith et ainsi de suite.
Ainsi, au sein de la Gloucestershire Aircraft Company, qui avait alors été renommée Gloucester, Harold Bowlby a conçu une moto absolument unique. L'Unibus avait une apparence extrêmement inhabituelle et a suscité l'engouement du public lorsqu'il a été présenté à l'exposition à l'été 1920. Le scooter était destiné à une clientèle aisée et coûtait 96 livres. C'était le même prix qu'une nouvelle Superbike Brave Superior. C'était également le salaire moyen annuel d'un ouvrier. Qu'obtenait donc le consommateur pour cette somme ? Il recevait l'une des motos les plus perfectionnées de son époque. L'Unibus était équipé d'un moteur monocylindre à 2 temps, d'une cylindrée de 269 cm3 et d'une puissance de 2,5 chevaux refroidi par air, placé juste derrière la colonne de direction. L'axe du vilebrequin était aligné avec la longueur du scooter. La magnéto était à l'avant, l'embrayage et la boîte à 2 rapports à l'arrière. Le couple passait de la boîte de vitesse à la roue arrière via un arbre à engrenage à vis sans fin. Le châssis était conçu selon les normes automobiles. Il y avait assurément des solutions originales. Le cadre était une baignoire en acier avec des longerons horizontaux perforés et des panneaux transversaux formant des caissons pour la colonne de direction et la niche sous la selle. La carrosserie en aluminium embouti recouvrait entièrement le moteur, les réservoirs de carburant et d'huile, ainsi que l'espace sous la selle. Cette dernière disposait d'un volume appréciable et permettait de ranger des outils et de transporter des bagages. Peut-être que la caractéristique la plus inhabituelle de son Unibus était son système de freinage double avec 2 paires de mâchoires de frein. Une paire était actionnée à la main, l'autre au pied. Les 2 freins agissaient dans le carter de transmission de la roue arrière et non dans le moyeu, comme cela deviendra la norme ensuite. Autre particularité rare à l'époque, la suspension souple sur les 2 roues. La roue arrière était suspendue à l'aide de ressorts carré-elliptiques. La fourche était également suspendue avec de courts bras oscillants pivotant depuis la partie inférieure de la colonne de direction. Les ressorts étaient fixés à la colonne de direction et à la biellette principale devant l'axe avant. C'était catastrophique du point de vue de la physique, car l'empattement changeait sur les irrégularités. Mais en pratique, cela s'est révélé confortable et prévisible dans son comportement. Les roues étaient petites, de 16 pouces, je précise que de notre temps, 16 pouces n'était pas habituel. De nos jours, cela correspond au diamètre de la jante. Mais au début du XXe siècle, il s'agissait du diamètre total de la roue en pouces. Le moteur était démarré à l'aide d'une manivelle en bois sur le tableau de bord en aluminium, relié au volant moteur par une chaîne. Il suffisait de tirer légèrement sur la manivelle pour démarrer le moteur à faible taux de compression. Le moteur était caché sous le carénage autour de la colonne de direction et aspirait l'air via une grille ovale en treillis à l'avant du scooter. Une telle disposition du moteur assurait une excellente répartition du poids et un bon équilibre. Et dans les avis des conducteurs de l'époque, on soulignait la tenue de route sûre et le confort, digne du prix de l'Unibus. Dans l'ensemble, l'Unibus représentait une construction très soignée, soigneusement conçue par un ingénieur qui comprenait la nécessité de la compacité, d'une bonne répartition du poids, du confort et d'une forme agréable. Pour chacun de ces aspects, il a obtenu des résultats remarquables et a posé les bases de tous les scooters qui ont suivi. La presse de l'époque partageait le même avis. Le magazine Motorcycling du 28 juin 2020 a noté « Quel que soit l'angle sous lequel on considère l'Unibus, c'est le résultat du travail d'un ingénieur du début à la fin. La conception marque une nouvelle ère dans le progrès des véhicules à 2 roues. » Le magazine de Motorcycle du 2 décembre de la même année a écrit « L'un des modèles les plus intéressants dans la gamme des petites motos est l'Unibus, qui fait preuve d'une originalité évidente. La facilité de nettoyage et la protection contre les intempéries sont essentielles dans la conception. » L'Unibus était principalement promu à l'aide de femmes motocyclistes en robe de velours et élégants chapeaux-cloches. L'entreprise prêtait aussi des véhicules pour des essais à des médias non spécialisés moto. Ainsi, par exemple, le journal The Field, une lecture destinée aux gentlemen campagnards, qui étaient généralement opposés aux motos et au motocyclisme, a fait l'éloge de l'Unibus pour sa protection totale contre les saletés de la route, tant pour le conducteur que pour le mécanisme, par tous les temps. Avec clairvoyance, The Field a noté que le prix de 96 livres était trop élevé pour assurer la popularité, ce qui s'est avéré être une amère vérité. L'Unibus, trop coûteux, n'était pas un véhicule populaire. On estime que moins de 100 scooters ont été construits entre 1920 et 1922. Environ 6 exemplaires ont survécu jusqu'à nos jours, un triste témoignage du destin du pionnier de l'industrie.
Il existe une autre histoire liée à l'unibus et à l'invention du scooter. C'est une histoire sociale des femmes sur deux roues. Les véhicules à deux roues ont joué un rôle important dans les changements sociaux pour les femmes, car la bicyclette a remis en question les idées victoriennes sur les vêtements appropriés pour les femmes et leur liberté de mouvement. L'incroyable popularité des vélos ordinaires depuis les années 1870 a montré que les corsets et les jupes volumineuses étaient tout simplement impossibles pour la femme moderne menant une vie active. Dès les années 1900 et 1910, la plupart des catalogues des fabricants britanniques de motos proposaient des motos spécialement conçues pour les femmes avec un cadre bas. C'était une tentative des entreprises de conquérir une nouvelle clientèle. Le modèle féminin représentait en fait une évolution de la conception du vélo à cadre ouvert, dont le design est presque aussi ancien que celui de la bicyclette de sécurité, apparu pour la première fois au Royaume-Uni en 1888. Un engin intéressant, activement promu auprès des femmes dans la seconde moitié des années 1910, était le Neraka. Voici une moto avec une carrosserie protégeant de la saleté et des éclaboussures et un cadre bas permettant de rouler en jupe. Le Neraka ressemblait à un scooter mais sans plateforme pour les pieds et avec une position de conduite différente. Il n'existe plus de modèle de moto pour femmes, contrairement au vélo. Avec le temps, le scooter est devenu en fait un modèle de moto pour femmes. Il a fallu une autre grande guerre et une nouvelle vague de compagnies aéronautiques se disputant les commandes pour que le scooter devienne enfin accessible au grand public. D'abord timidement à la fin des années 40, puis avec une vigueur redoublée dans les années 50, le scooter est devenu le moyen de transport le plus vendu sur un marché mondial. Si Bowlby avait de nouveau construit un scooter après la Seconde Guerre mondiale, il ne serait peut-être pas aussi oublié aujourd'hui, et son unibus serait reconnu pour son génie et son design raffiné. Le talent des designers italiens a suscité la passion du public pour les scooters dans les années 50 et les méthodes de production qui les ont rendus accessibles, ainsi que la demande constante pour des moyens de transport légers, en ont fait le moyen de transport le plus populaire au monde. Voilà mes amis, l'histoire du tout premier scooter au monde. C'est ici que mon récit touche à sa fin. Vous étiez sur la chaîne Crossmoto. À bientôt.